Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici le sommaire. Nous irons à la découverte d'un moyen de déplacement tout particulier adapté à la saison pluvieuse. Nous sommes à Monrovia, capitale de la République du Libéria, pour se protéger et protéger leurs clients en cette période de grosses précipitations dans le pays. Les conducteurs de taxi-moto font recours aux parapluies installés sur leur engin le temps de cette période. Comment ça marche? On va le savoir dans un instant. Et puis ensuite, les mauvaises habitudes ont la peau dure, on le voit bien dans chacune de nos localités, avec notamment les débits de boissons qui peinent à s'adapter face à la nouvelle réglementation en vigueur en matière d'émissions d'éléments sonores. Les populations continuent d'en subir les affres. Un cas particulier a retenu notre attention. Et puis enfin, la consommation locale est un facteur de taille pour le développement économique d'un pays. Au Bénin, elle a du mal à s'imposer et les artisans peinent à écouler leurs différents produits. Les Béninois achètent majoritairement des produits importés plutôt que les produits fabriqués au Bénin, alors que les artisans béninois sont capables de tout faire. Avec le mois d'octobre consacré à la consommation locale, nous sommes allés dans ce grand reportage à la rencontre d'un artisan qui fabrique le tissu batik. Reportage à suivre. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez direction Libéria, justement pour les élections générales au Libéria prévues pour le mardi 10 octobre 2023. Une vingtaine de candidats sont en lice. En ce qui concerne la présidentielle, Georges Weah, actuel président de la République, est également dans la course pour solliciter un second mandat de 6 ans. Démarré depuis plus de 2 semaines, la campagne électorale prend fin ce dimanche. Pendant cette phase, les différents candidats ont présenté leur vision aux citoyens pour diriger le pays. Retour sur les dernières heures de cette campagne avec Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen. Le mardi 10 octobre 2023 sera la dernière étape de la course pour la présidentielle au Libéria, mais aussi pour l'élection des sénateurs et membres de la Chambre des représentants. Dans les derniers jours de la campagne électorale, les militants des différents candidats s'activent pour la victoire de leur champion. Le président sortant, Georges Weah, de la Coalition pour le changement démocratique, est candidat à sa propre succession pour un second mandat. Ses soutiens y croient. Ils ont arrangé des routes, les petites routes, les petites voies, surtout le voie qui quitte IAW à l'aéroport. D'autres, ils sont en train de travailler là-dessus un peu, mais ce qu'ils savent que ce gouvernement a bien travaillé. Le development is ongoing. In ESA, in Ivory Coast, even in other African countries, he used to come and identify with us in the refugee camp. He used to help Liberians. And when he became president, he started doing the same thing for us. He never let us down. During the time of Ellen, we never had electricity. Now he made us to get electricity. We pay our children wise fee. He's doing good things for us. Since I was born in the 60s, I haven't seen a park. That the town of Joey, I saw a park. La compétition pour le fauteuil présidentiel va opposer le président sortant à 19 autres candidats, dont le leader du Parti de l'Unité et le président du Parti politique collaborateur, qui bénéficie également du soutien d'une bonne partie des citoyens dans quelques régions du pays. Dans les rues de Monrovia, la capitale, ce dimanche, chacun vante les mérites de son candidat. Au siège du Parti de l'Unité, l'ambiance électorale est chaude et plusieurs raisons justifient l'engagement de ses citoyens. I decided to vote Joseph Numa Bouaka because I feel he's competent. He can lead this nation. That is why I decided to vote for him. He can win this election. I'm confident that he can win this election. He can change so many things. Corruption, number one. No freedom of speech. Especially that drugs issue. He can change it. That is why I'm voting for him. What I actually wanted to see is transformation in Liberia, improvement of youth, and good living. That which we expected from this current regime that we did not see. La campagne électorale se déroule pour le moment sans incident dans la capitale et prend fin le dimanche 8 octobre 2023. Une élection libre et transparente, c'est ce que souhaite la commission de la CEDEAO qui reste solidaire au peuple libérien dans cette nouvelle épreuve démocratique.
puis on va à la découverte à présent de ce moyen de déplacement tout particulier adapté à la saison pluvieuse. Nous sommes à Monrovia, capitale de la République du Libéria, pour se protéger et protéger le client en cette période de grosses précipitations dans le pays. Les conducteurs de taxi-moto font recours au parapluie installé sur les engins le temps de cette période. Comment ça marche? Je vous invite à suivre ce reportage que Idriss Boukari a réalisé avec Elvis Otonoukouen. Le Libéria connaît en ce moment le pic de sa saison pluvieuse. À Monrovia, dans la capitale, la pluie est régulière sans pour autant empêcher les déplacements puisque la solution est trouvée. Des motos à parapluie qui dominent le trafic urbain. Les conducteurs de taxi-moto exercent leur activité en toute sérénité, tout comme les véhicules. Même sans une forme pouvant permettre de les identifier, ce couvert circonstanciel les différencie des autres usagers de la route. Oui, si tu n'as pas le parapluie, tu ne peux pas avoir un passager parce qu'il ne peut pas pleuvoir et ça va frapper le passager. Donc avec le parapluie, ils vont faire pour avoir le passager. Les mots monifondadés. Vu comment il pleut, nous disposons de parapluies comme ce que vous voyez là pour diminuer l'impact de la pluie sur nous et les personnes que nous transportons. Cela ne nous maintient pas secs mais nous évite d'être trempés au point d'attraper froid. Le temps de travail pour les conducteurs de taxi-moto était limité à la tombée de la nuit. Mais à son arrivée au pouvoir en 2017, le président George Weah a levé cette restriction. Le déplacement avec un taxi-moto dans la capitale n'est pas si cher dans un pays qui renoue avec la croissance après plusieurs années de récession due à la crise sanitaire successive, Ebola puis la Covid-19. Ce fruit d'imagination profite bien aux clients. On se déplace sans craindre la pluie même si on n'est pas totalement protégé. À la fin de la journée, le conducteur de taxi-moto tire son épingle du jeu. Oui, ce boulot jusqu'à présent me permet de gagner l'argent et s'assurer le minimum. Jusqu'à présent, ce que je gagne me convient, bien que ce soit normal de toujours chercher plus. Tout n'est pas comme avant. Actuellement, c'est un peu difficile d'avoir l'essentiel. Nos dirigeants ne pensent pas toujours à nous afin que nous puissions avoir le nécessaire pour joindre les deux bouts. Mais par la grâce de Dieu, ça ira. Contrairement à plusieurs capitales africaines, les feux tricolores sont rares par ici et même les forces de sécurité qui régulent la circulation le font de façon ponctuelle. Mais les usagers, eux, s'en sortent tant bien que mal. Alors, si vous faites un tour par ici à Monrovia et vous voulez faire des courses rapides, le moyen le plus sûr pendant la saison pluvieuse, c'est bien ces motos à parapluie. Merci à vous Idriss Boukari. On revient au Bénin à présent. La consommation locale est un facteur de taille pour le développement économique d'un pays au Bénin. Elle a du mal à s'imposer et les artisans peinent à écouler leurs différents produits. Les Béninois achètent majoritairement des produits importés plutôt que les produits fabriqués au Bénin, alors que les artisans béninois sont capables de tout faire. Avec le mois d'octobre consacré à la consommation locale, nous sommes allés dans ce grand reportage à la rencontre d'un artisan qui fabrique le tissu batik. Reportage. Les bonnes intentions sont affichées dans les discours, c'est à saluer. Cependant, au Bénin, la consommation locale a du mal à s'imposer. Les Béninois achètent majoritairement des produits importés plutôt que les produits fabriqués au Bénin, alors que les artisans béninois sont capables de tout faire. C'est sur Facebook que l'homme a décidé de faire la promotion de son tissu qu'il fabrique dans son atelier dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans l'univers des tissus locaux, il est pionnier dans la fabrication du tissu batik. Un samedi matin, il nous reçoit chez lui, dans une demeure qui sent le calme et épouse la nature. Il conçoit
ses plus beaux tissus batiks. Alors, Monsieur Pardé, expliquez-nous un peu cet endroit. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet espace? Et cet espace, c'est déjà mon bureau, c'est mon lieu de création. C'est un peu l'espace aussi où je passe la plupart de mon temps, parce que j'ai horreur de m'ennuyer. D'accord. Alors, ici, qu'est-ce que vous êtes en train de faire précisément sur ce tissu? Alors, ce tissu, je suis en train de faire ce qu'on appelle le batik. C'est-à-dire que je mets de la scie, mais en dessinant des motifs qui peuvent être, disons, abstraits ou concrets. Mais là, je suis un peu dans l'abstrait, mais il y a toujours un sens derrière chaque motif. Par exemple, ce motif-là, je l'ai appelé le trône du roi. Pour avoir le tissu batik, il faut d'abord s'assurer d'avoir un tissu en coton. Il faut toujours s'assurer qu'on a un tissu en coton. Bon, il y a d'autres tissus comme le lin aussi qui le font, la soie aussi. Ces tissus-là sont perméables à la scie et puis au colorant. Après l'application de la cire et le choix des motifs, le tissu est ensuite plongé dans une teinture. Un travail de précision. C'est-à-dire, si on veut avoir la qualité, il faut connaître vraiment les dosages, ce qu'il faut pour que la teinture tienne sur le temps, dans le temps. Voilà. Donc là maintenant, j'ai bien préparé la teinture. Bon là je vais encore la réduire un peu. Là, on voit bien que ça mousse. Si jamais ça ne mousse pas, ça veut dire qu'il y a l'un des intrants qui ne fonctionne pas. C'est ça. Parce qu'ils ne sont pas tous... Enfin, il y en a qui sont périssables, quoi. Et en termes d'intrants, combien on parle de compte? Ben, il y a de la soude, il y a de l'hydrosulfite. Ça veut dire que c'est la soude qui va, disons, permettre au tissu d'absorber le colorant. Et l'hydrosulfite, lui, va servir à fixer le colorant dans le tissu. Donc on a l'eau. On a l'eau parce qu'il faut toujours de l'eau. Ensuite, on a la soude, on a l'hydrosulfite et puis on a le colorant. Voilà, donc là, je vais plonger. On y va? Ouais. On plonge. Voilà. Là, quand on plonge, on essaie de donner coup à ce que toutes les phases soient prises. Il faut ensuite sécher le tissu mélangé. Voilà. Et là, on commence déjà par avoir la couleur. Alors, pour sécher aussi, il faut faire très attention. Il ne faut pas sécher sur toute la surface du tissu. Parce que des fois, le fil, il y a un peu de saleté. Il vaut mieux, disons, les attacher sur les bords, sur la lisière. Comme ça, même si ça prend des petits déchets, c'est pas grave. Là, nous avons l'idée. On a du bleu. L'idée, c'est d'avoir un bleu turquoise. Donc, on va... Là, j'ai foncé ce bleu-là. Je l'ai foncé parce qu'il y a plusieurs niveaux de dosage pour avoir des nuances. Dans le processus de fabrication, l'eau de la teinture est évacuée selon les normes requises. Là, j'ai un tuyau qui fait venir de l'eau dans cet espace. Et là, au passage, il y a le puisard. Parce qu'on ne jette pas l'eau de la teinture comme ça dans la nature. Ok, d'accord. Il faut un système de récupération. Voilà, il faut que ce puisard est aménagé. C'est toxique, c'est ça? Mais parce que c'est des produits chimiques. Chimiques, ouais. Et donc ça peut aussi avoir des incidences sur l'environnement. Donc là, les dispositions qui sont prises, c'est de préparer un espace, un endroit, mais dans lequel on a mis du charbon. Okay. La suite de la fabrication du tissu batik se déroule dans cette marmite.
disons, la phase de dessirage. C'est-à-dire si on veut s'arrêter à une seule couleur, ce sera la phase de dessirage qui consiste à faire bouillir de l'eau. De l'eau bouillante, bon, il y a un espace qui est dédié à cette activité. Et on va plonger les tissus dans l'eau bouillante pour que la scie fonde. Ce qui fait qu'au final, on va voir le fond de la couleur et à l'intérieur, on verra les symboles en blanc. Derrière ce savoir-faire de Marcel Padé se cache une histoire qui remonte aux années 92. Disons que ça n'a pas été fait directement comme ça, parce que ça a commencé en 1992. Et donc là, j'en profite pour dire merci à mon ami Magou Amédé, qui effectivement m'a fait aimer ce tas-là pendant que je passais des vacances chez lui en avril 92 à Alada. La production du tissu batik reste un travail périlleux. C'est vrai que parfois, quelques-uns sont rébarbatifs par rapport au prix parce que... mais nous, on est dans l'artisanat. Donc l'artisanat, ça coûte cher. C'est-à-dire, les gens ont l'impression que l'artisanat, bon, que cela ne mérite pas de gagner leur vie, qu'il faut les payer, disons, je sais pas, vraiment, il faut leur donner des miettes, quoi. Non. Par exemple, un tissu que je vais finaliser, vous voyez là, il y a le temps que je vais aller au marché. Je vais acheter le tissu, je vais revenir à la maison. Il faut compter les coûts de transport. En temps, j'ai acheté les intrants. J'arrive, je vais découper le tissu, prendre les mesures, et puis je vais mettre au travail. Donc le travail, c'est de dire, je vais créer un pagne. Je peux dire, je vais créer 3 pagnes dans les mêmes motifs. Donc ça veut dire que je vais travailler sur les 3 pagnes avec les mêmes motifs. Mais cela peut, la mise en place des motifs, ça peut te prendre banalement 2 jours. Une fois qu'on a fini, on va passer à la teinte. Donc il faut encore une journée pour consacrer à la teinte. Éventuellement, si on teint très tôt dans la matinée, 2 heures après, bon, les tissus sont secs, on peut passer à une seconde phase. Le souci majeur dans la chaîne de production est l'indisponibilité de la matière première, le tissu coton pur. C'est le problème surtout d'approvisionnement de la matière première qui est le tissu. Le tissu lui-même, aujourd'hui, pour s'approvisionner sur le marché, c'est vraiment difficile. C'est qu'en temps, le Bénin avait suffisamment de magasins qui vendaient des tissus écrus, mais aujourd'hui, ces magasins n'existent plus. Bon, ce qui fait que, vu les difficultés des artisans, bon, beaucoup se rabattent sur les tissus importés. C'est paradoxal. Le Bénin est un pays producteur de coton. Donc, moi, je pense que le chef de l'État doit faire l'effort de rendre ces produits-là disponibles aux artisans. Tout comme Marcel Padé. Ils sont nombreux, les artisans qui, dans leurs domaines respectifs, rencontrent le problème d'approvisionnement en matières premières. Dans la suite de cette édition, démarrée depuis le 29 août 2023, la cartographie censitaire du 5e recensement général de la population de l'habitation se poursuit à Parakou, l'une des 3 villes sélectionnées pour la phase pilote. L'opération se déroule sans grande difficulté. Les agents recenseurs sont de nuit et jour sur le terrain afin de procéder à l'enrôlement des populations. Reportage. Ces jeunes hommes sont des agents de la Direction générale de la statistique et de la démographie. Ils sont nuitamment venus dans ce ménage pour procéder au recensement des habitants. Donc c'est ça l'objectif de la cartographie censitaire. Ça nous permettra de découper tous les territoires en de petites zones. D'accord? Il y a des ménages qu'on n'arrive pas à retrouver dans la journée et nous sommes à chaque fois obligés de revenir dans la soirée pour voir si nous pouvons enrôler ces ménages-là. C'est la phase pilote du 5e recensement général de la population et de l'habitation qui prend en compte 3 communes du Bénin, à savoir Cotonou, Parakou et Kové. Cette opération de décompte donc, de la population qui est en cours, c'est pour donc, le développement de leur communauté. C'est pour le développement de leur milieu de vie. Parce que sans que
les gouvernants ne sachent combien de personnes vivent à Parakou et ne peuvent pas avoir des plans de développement dignes de ce nom-là pour la commune. Ici, dans la ville de Parakou, l'opération se déroule sans difficulté. Avec la contribution des populations, les agents recenseurs effectuent le travail avec détermination. Avant d'être déployés sur le terrain pour la collecte des informations relatives au ménage, ils ont suivi une formation spécifique et dotés de matériel adéquat pour la réussite de l'opération. Au fait, lorsque nous sommes rentrés dans le ménage, on s'est présenté au chef ménage et on a donné les avantages de l'opération. Et nous avons pris son nom, prénom, le numéro et le nombre de personnes qui vivent dans le ménage. Mais il y a souvent des gens qui sont réticents et on arrive à les convaincre et après ils acceptent et on passe. C'est quelque chose qu'on attendait. Puisque sans recensement, on ne peut pas savoir le nom de la population du quartier. Si quelque chose vient du gouvernement, c'est au vu du nombre de la population qu'on nous donne le quota. L'accompagnement que nous avons fait, c'est que au niveau de nos chefs religieux, imams, pasteurs et les chefs coutumiers, au niveau de nos assemblées où les gens se regroupent les soirs pour causer. En tout cas, même à divers niveaux, on a essayé de sensibiliser qu'une équipe va venir, voilà ce qu'ils veulent, essayer de les accueillir en leur donnant les choses qu'ils veulent. La finalité de la cartographie censitaire est de découper des villages et quartiers de ville en de petites portions appelées zones de dénombrement. L'opération s'étendra progressivement aux 114 autres communes du Bénin. Je vous l'annonçais en titre, les mauvaises habitudes dans la peau dure, on le voit bien dans chacune de nos localités avec notamment les débits de boissons qui peinent à s'adapter face à la nouvelle réglementation en vigueur en matière d'émissions d'éléments sonores. Les populations continuent d'en subir les affres et un cas particulier a retenu notre attention. Une équipe de notre rédaction s'est rendue à Sékou où elle a effectué un constat, non sans difficulté. Vous comprendrez davantage tout à l'heure, mais avant, voici le reportage. Un tour à Ouibatin, petite localité située dans l'arrondissement de Sékou, commune d'Alada, un havre de paix a priori, dont les habitants auraient pu prétendre à des soirées paisibles après de longues journées laborieuses. Hélas, tous n'y ont pas droit. Ici, les débits de boissons dictent leurs lois, obligeant leur voisinage à une sorte de veille solidaire forcée. En voilà, par exemple. Les bacs, c'est les messieurs de la salle nous déranger. Si la nuit, les enfants dorment, si les messieurs de la salle sont en train de jouer là, toute ma chambre là, c'est grave. Même samedi, dimanche, c'est grave. Ça commence de 18h jusqu'à 4h, 5h moins. On n'arrive pas à dormir la nuit. Au fait, quand on est couché et à 1h, surtout à partir de 22h jusqu'à 5h, au fait, on sent que la tôle vibre. Et c'est en ce moment il met la pression. Ce voisin-ci s'est vu, pour sa part, sa cour devenir pour le bar un prolongement de fête. Et comme pour en rajouter délibérément à sa souffrance, l'un des émetteurs de son a été disposé contre sa clôture. Son calvaire dure depuis des mois, sans qu'aucune solution ne pointe à l'horizon. Quand il joue, à chaque fois, je lui interpelle. Et il ne m'a pas écouté. Je suis allé au commissariat me plaindre. Donc c'est ainsi qu'ils nous ont entendus. Et il a dit OK, qu'il va diminuer le son. Quand on est venu, il a dépassé les limites même. Il a même pris une baffe. Il s'est rapproché de mon mur, de mon bâtiment. Un voisin assez encombrant que personne ne raisonne, pas même le conseil local, dont la démarche pour trouver une solution consensuelle ne changera rien. Et les riverains ne se sont pas arrêtés là. Oui, je suis bien au courant de tout ce qui se passe. Monsieur Olivier, son bar gêne tout l'environnement et les gens n'arrivent pas à dormir. Ils sont arrivés plusieurs fois à se plaindre de lui à moi, mais je l'ai appelé
pour qu'il se rectifie, mais il n'a pas pu. Premièrement, quand ils sont arrivés, j'ai convoqué M. Olivier, qui a ouvert le bar, et on s'est introduit, j'ai dit qu'il est en train de polluer l'environnement, que les gens doivent dormir en paix. Mais il ne veut pas écouter. Après tout, les voisins, ils sont arrivés me voir pour dire qu'ils vont le convoquer. J'ai dit bon, ils n'ont qu'à aller le convoquer. Ils sont allés au commissariat. Mais ils sont arrivés me dire que le commissariat n'a pas pu régler le problème. Parce que la police aussi arrive là-bas. Que les policiers sont ses amis. Et à chaque fois, il dit, vous ne pouvez rien faire, je vais acquérir vos domaines. Peu importe, vous pouvez faire tout, vous ne pouvez rien. Les policiers, je les gère. Ils viennent chaque fois manger devant toi, non? Il m'a dit ça plus de 3 fois. Et effectivement, les policiers viennent se divertir. Il s'agit là d'une forme précise de violation du décret portant réglementation du bruit en République du Bénin. Comme on peut le voir ailleurs, c'est ainsi où la dynamique née de la prise de ce décret semble s'essouffler pour faire place au retour des vieux démons. Nagui Balagbe, vous êtes avec nous sur ce plateau, justement au sujet de ce reportage. Vous êtes allé à la chasse d'un pollueur sonore. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé sur le terrain. Alors bonjour Eric, bonjour chers téléspectateurs. Oui, on a rencontré quelques difficultés comme ça arrive parfois dans notre métier. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est déplacé à Sékou pour aller constater les nuisances que les gens nous ont signalées. Et quand on a fait le tournage, au regard de tout ce qui a été raconté sur lui, on s'est dit quand même, bon, la nuisance, on l'a constatée. Et maintenant, sur les approches que les gens disent avoir entrepris, sur les démarches que les gens ont faites et sa réticence, voilà, il fallait quand même qu'on lui tente des métaux. Voilà. Le chef quartier, même le chef d'arrondissement, le commissariat, puisqu'on l'a eu au téléphone, le chef d'arrondissement. Donc, voilà, on l'a appelé pour le dire, il fallait quand même qu'on lui pose quelques questions. Il nous a fixé un rendez-vous. Pour prendre sa version des faits. Exactement. Il nous a fixé un rendez-vous quelque part où on est allé le rencontrer. Et quand on est arrivé, il a fait mine de vouloir comprendre davantage. Je me suis évertué à lui expliquer, mais le temps de lui expliquer, en 10 minutes, la police a débarqué. 3 éléments de la police avec AKM en bandoulière et tout ça, pour dire, monsieur, que faites-vous ici? Vous devez nous suivre. Bon, j'ai essayé de lui expliquer aux policiers la démarche dans laquelle nous étions. Il semblait nous reprocher de n'avoir pas pris les dispositions pour notre propre sécurité en venant voir le monsieur. J'ai dit, mais quelqu'un que je veux interviewer, qu'il me fixe un rendez-vous, qui dit, viens me voir, je ne trouve pas nécessaire d'écrire à la police d'abord avant de me déplacer. C'est l'intéressé qui a alerté la police? Voilà, oui, c'est lui qui a alerté la police. Il a appelé, pendant qu'il nous a fixé le rendez-vous, il avait déjà appelé la police et quand il est venu, donc tout ce qu'il faisait, c'était la diversion le temps que la police arrive. Donc la police est venue et ils nous ont conduits sous... Ils sont venus à moto, nous on avait la pick-up de Canal 3. Donc il y a une moto qui est restée devant nous, une derrière, et puis on nous a escortés jusqu'à la police. Et quand on est arrivé à la police, on a posé les mêmes questions auxquelles j'ai répondu. Et le policier me faisait savoir, il m'a demandé quelle juridiction nous étions pour prendre les plaintes des gens par rapport aux nuisances et tout ça. J'ai dit, mais nous ne faisons pas droit aux gens, mais nous attirons l'attention des autorités sur les problèmes qu'il y a dans les populations et tout ça. Bon, après, il a rendu compte au commissaire, c'est ce qu'il a dit. Il est sorti, il a fait un appel, il est revenu. Il a rendu compte au commissaire et il est venu nous dire, bon voilà, que si nous sommes venus, c'est parce que le monsieur avait alerté et ils étaient obligés de se déplacer d'abord pour voir ce qui se passait. Mais qu'en l'état, il n'y avait rien qui nous était reproché. Au bout d'une heure, 1h30, ils nous ont suggéré de voir le monsieur et d'essayer de nous entendre avec lui. Bon, voilà un peu les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Dans le reportage, les personnes interviewées ont fait cas d'un lien, une forme de proximité entre l'intéressé et puis les services de la police. Moi-même, la promptitude avec laquelle la police a agi, ça aurait pu m'amener à penser qu'il a effectivement il a un peu de connivence avec puisque bon, ils sont venus au bout de 10 minutes, 3 éléments de la police comme ça, il appelle, il dit, bon écoutez, il y a des gens qui sont venus chez moi, pourtant c'est lui qui nous avait invités. Donc son petit numéro pour moi, c'était pour nous démontrer, faire la démonstration de ce qu'il avait effectivement
la maîtrise des éléments de la police. Mais bon, après, comme il n'y avait effectivement pas grand-chose à nous reprocher, mais c'est regrettable quand même parce que, comme je l'ai dit, on a discuté avec le chef d'arrondissement, on a discuté avec... C'est une dynamique qui est en cours, une réglementation une dynamique que le gouvernement a mis en place avec la réglementation là. Absolument. Et il faut que les acteurs puissent jouer leur rôle pour que les objectifs que le gouvernement s'est assigné dans ce domaine-là puissent être atteints. Si les acteurs restent de connivence, sont de connivence avec les promoteurs de bars pour de petites histoires de billets. C'est d'ailleurs par là, Nagui Balekbe, que nous allons clôturer cette édition. Le président de la République, à travers un décret adopté en mai 2022, à l'issue du Conseil des ministres, tenu le 25 mai 2022, a défini de nouvelles formes, de nouvelles normes de réglementation de bruit en République du Bénin. Le dit décret abroge les dispositions du décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin, ainsi que toute autre disposition antérieure contre elle. La décision est conjointement signée par le chef de l'État et 6 ministres du gouvernement. Je vous propose ce petit résumé sur la quintessence du dit décret en ce qui concerne les bars, restaurants et les buvettes. En mai 2022, le président béninois a pris un décret portant réglementation du bruit en République du Bénin. C'est une décision qui vise à réguler les normes de bruit et à prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines et toute autre action susceptible de générer du bruit. Les buvettes, les bars, restaurants, les discothèques sont entre autres les sources de bruit considérées par le décret. Les appareils domestiques de diffusion de son et de musique et les effets sonores provenant des bars et restaurants sont classés comme bruit de voisinage lié au comportement, lequel ne peut excéder 60 décibels aussi bien le jour comme la nuit. Les niveaux de bruit fixés en décibels à l'extérieur des sources suivent les tranches horaires et les intensités ci-après. De 7h à 13h, l'intensité de bruit est fixée à 60 décibels. De 13h à 15h, elle est fixée à 50 décibels. De 15h à 22h, l'intensité est fixée à 60 décibels. De 22h à 7h, l'intensité de bruit est fixée à 50 décibels. Les promoteurs de débit de boissons, de restaurants, dans lesquels le niveau de bruit est susceptible de dépasser le seuil prévu par l'article 17, insonorisent leurs locaux. Mais malgré cette précaution, la loi ne leur permet pas de dépasser les 70 décibels. Le contrôle du respect des limites d'émission de bruit par les sources fixes ou mobiles est assuré par la police environnementale et les unités territoriales de la police républicaine. Des sanctions sont prévues par le décret en cas de non-respect de la décision. Les contrevenants aux décisions du décret sont punis conformément aux lois et aux règlements en vigueur, notamment la loi numéro 98-030 du 12 février 1999 portant loi cadre sur l'environnement, la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique en République du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.